Je vais vous proposer de prendre la parole à tour de rôle sur différents enjeux, et notamment, pour commencer, sur les spécificités de chaque versant de la fonction publique concernant la qualité de vie au travail. Quels sont les défis spécifiques? Quelles vont être les contraintes, les attentes des collaborateurs, et en quoi on retrouve des différences sur ce point? Et pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur Alexandre Fournier pour la fonction publique hospitalière. Alors, sous l'angle d'une spécificité hospitalière, il y en a un certain nombre vis-à-vis des deux autres versants de la fonction publique. Une des premières spécificités, ça on peut l'avoir aussi dans la territoriale, c'est une forte autonomie de gestion des établissements. C'est la seule fonction publique qui est tarifée à l'activité, ce qui peut avoir un certain nombre de conséquences, y compris en matière de qualité de vie au travail. Je viens d'un établissement où il manque suffisamment là, de personnel pour qu'on ferme des lits. Et quand on ferme des lits, potentiellement, on ne fait pas l'activité. Quand on ne fait pas l'activité, on est dans une logique un peu déflationniste. Et du coup, ça peut poser aussi des questions de qualité de vie au travail. Et puis, c'est aussi une fonction publique qui est spécifique parce qu'elle a un arrimage au code du travail et aux règles de gestion du droit privé qui est ancien, avec circulaire 93, code du travail c'est depuis 86. Donc on a peut-être une culture RH de la qualité de vie au travail qui est sensiblement différente des deux autres versants. Et puis une exposition au risque qui est aussi variable et qui peut très clairement susciter des questionnements, des attentes fortes de la part des personnels vis-à-vis des risques auxquels ils sont exposés. Donc là, ça peut être un champ de prévention, mais ce n'est pas que de la prévention, c'est aussi comment... Quand on est professionnel de santé, professionnel de soins, quand on est exposé à des pathologies toute la journée, avec aussi le reflet qu'on a dans les lits de la personne qu'on est ou du proche qu'on accompagne ou de sa vie personnelle, comment au bout d'un moment on est en capacité aussi de savoir se protéger vis-à-vis de ces enjeux-là qui sont psychologiques, au-delà aussi des simples risques physiques auxquels on peut être exposé. Donc c'est une fonction publique qui est spécifique et comme les deux autres, mais avec un volet QVT qui est aussi mouliné de un certain nombre d'années. On a dû creuser, investiguer et mettre en place souvent des expérimentations locales. Certaines ont très bien marché. On a pu être accompagné dans cette démarche-là très souvent par l'ANACT. Et on a aussi là mis nécessairement en place des options pour lancer des dispositifs où la QVT était pas un couteau suisse, pas une idée théorique, mais vraiment quelque chose de très pratique, très opérant pour les agents. Et c'est cette logique-là qui prévaut encore et qui essaye d'accompagner le ministère des Solidarités et de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins, en lien avec des partenaires comme notamment l'ANACT, mais pas que. Il y a un observatoire national de la QVT qui a été lancé et qui pilote, accompagne et supervise ces différents enjeux. J'étais trop long, non? Pas du tout. Très bien. Et notamment justement sur les attentes des collaborateurs en période et sur leur accueil d'une démarche QVT. On avait un peu parlé sur l'effet qu'il peut y avoir à entendre parler de QVT en contexte de réduction de poste ou de rigidité. Il y a QVT, il y a des questions de quand est-ce qu'on parle de QVT, je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas que une question de réduction de poste. Le 13 novembre 2015, on était au niveau des hôpitaux parisiens, ce n'était pas le moment, parce qu'il y avait d'autres enjeux. Quand on a des salariés qui sont dans d'autres logiques aussi personnelles, confessionnelles, enfin des choses qui sont très parlantes pour des DRH de terrain, c'est pas non plus le bon moment. Mais à l'inverse, si on conçoit la QVT non pas comme un outil réactionnel, mais quelque chose qui se pense en amont, qui peut s'envisager comme un socle dans l'organisation, quelque chose qui va être un peu un pilier des orgas, là, peut-être que c'est le bon moment. Comme, je viens d'un hôpital qui est dans une logique, tout à l'heure je disais, déflationniste. Est-ce que c'est le bon moment, potentiellement déflationniste? Est-ce que c'est le bon moment de parler QVT? Peut-être, mais pas pour se sortir d'une situation qui est devenue complexe, pour essayer d'organiser les choses. Et la QVT, à la base, elle n'est pas totalement française, c'est très largement arrimé. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent là-dessus, au Magnet Hospital, qui est un modèle des années 60, où on pense l'attractivité de l'hôpital via aussi la QVT. La
qualité de vie au travail des professionnels, qui est un facteur d'amélioration des soins. Donc cette logique-là, pour réagir, je crois que ça a été un petit peu abordé ce matin, à une problématique, c'est peut-être pas le levier idéal. Par contre, pour anticiper et trouver des espaces qui permettent aux salariés de se reconnaître, de dissocier le personnel du professionnel, de s'organiser, peut-être que la QVT, c'est quelque chose à penser, et à penser en amont, et pas de manière réactionnelle. Oui, on voit bien que dans ces cas-là, ça peut devenir une façon de penser l'organisation ou une façon en tout cas d'anticiper et de penser à une certaine dimension de l'organisation. Je crois que c'est un sujet qui vous tient également à cœur, Madame Nathalie Quelquejeu. Oui, c'est évidemment un sujet très important, mais après avoir entendu les spécificités de la fonction publique hospitalière, et pour faire écho à ce qu'a précisé Philippe Douillet très justement tout à l'heure, il y a des spécificités entre les trois versants, il y a des points communs, et on les retrouve beaucoup dans ce qu'il a cité dans les consultations en agents publics de 2019. On a tous de l'accueil du public, usagers, charges de travail, des attentes. Et avant de parler organisation, je voulais quand même rappeler que la QVT, c'est avant tout traiter des tensions qui sont courantes dans l'administration, avec des contradictions. L'autonomie dont il a été fait état aussi, ce besoin d'autonomie dont parlaient les intervenants ce matin, mais l'autonomie par rapport à une relation hiérarchique, la qualité de service et la réduction des moyens, ce que disait Alexandre Fournier à l'instant. La coopération et l'urgence, avec l'exemple du 13 novembre, mais il y en a beaucoup d'autres. Comment on fait pour gérer ces moments-là, ces contradictions, et ça va évidemment effectivement de pair avec un travail sur l'organisation et l'anticipation, parce que la QVT, c'est optimiser ces contradictions et faire en sorte que les aspirations des agents puissent se réaliser dans une organisation de travail qui sera apte à la fois à gérer autonomie, hiérarchie, baisse de moyens, mais travail sur le service public et le service rendu aux usagers et au public. Très bien, donc pour ces deux premiers versants, on entend à chaque fois la question de la performance, la question de l'équilibre de vie, la question de l'attractivité. Je vais me tourner maintenant vers Jeanne Billion pour parler de la fonction publique territoriale. Merci. Alors, je suis directrice de la santé et de l'action sociale au CIG, au Centre interdépartemental de gestion. Donc, j'en dis juste un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est un établissement public qui accompagne les employeurs locaux, donc établissements et collectivités territoriales, sur les 3 départements de la Petite Couronne, donc Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Voilà. Donc, on a une compétence en termes d'accompagnement. Alors, je dirais que dans la fonction publique, on retrouve des enjeux, évidemment, qui sont aussi ceux de la fonction publique hospitalière, enfin, dans la territoriale, je veux dire. On retrouve bien sûr les enjeux de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique d'État. Quand on parle de QVT, c'est-à-dire l'accompagnement des transformations, la performance du service public, la mobilisation des agents. Tout ça, c'est des éléments qui sont également très prégnants dans la fonction publique territoriale, et je pense qu'ils sont en fait partout dans la fonction publique. La particularité peut-être de la territoriale, elle tient d'une part à la grande diversité des métiers qui composent la fonction publique territoriale. Voilà, c'est un service public un peu du quotidien. Je pense qu'on a tous croisé des agents territoriaux ce matin en venant ici. Que ce soit les ATSEM dans les écoles, les personnes qui font traverser dans les rues, les agents de la propreté. Donc voilà, c'est un service public qui est universel, qui recouvre beaucoup de métiers quotidiens. Et c'est aussi une fonction publique dans laquelle il y a 70% des agents qui sont des agents ouvriers, des agents de catégorie C d'exécution. Et quand on parle de qualité de vie au travail, c'est un premier enjeu qui me semble d'importance, c'est que ces agents sont exposés à des risques professionnels particulièrement importants, à une usure professionnelle liée au métier qu'ils occupent, aux fonctions qu'ils occupent. Et donc, ça interroge particulièrement les conditions de travail. Et là, je pense qu'on est au cœur de la notion de QVT quand on parle de conditions de travail. Hélas, et les employeurs territoriaux le déplorent, on achoppe souvent dans la territoriale, quand on évoque les conditions de travail, sur la question des matériaux et des locaux. Donc là, je rentre dans le concret des choses, mais c'est aussi comme ça que ça se passe.
Les employeurs territoriaux sont les héritiers d'un patrimoine qui peut être un peu défraîchi pour le moins, parfois dégradé. On pense aux écoles, aux mairies, aux équipements tels que les piscines. Et ça a bien sûr des conséquences sur la manière de réaliser le travail dans ces équipements-là et donc sur les conditions de travail et donc sur la qualité de vie au travail. Et ça, je dirais que ça plaide pour éviter de prendre la QVT comme tout un ensemble d'actions qui seraient périphériques autour du travail, un peu QVT paillettes, si vous me passez l'expression, dans lequel on peut faire rentrer beaucoup de choses qui peuvent être très communicantes d'ailleurs, mais qui sont, je pense, pas une manière très satisfaisante d'aborder la question des conditions de travail en tant que telles. Donc ça, c'était un premier point. En termes de deuxième enjeu, je voulais souligner le fait qu'on se situe dans la fonction publique territoriale, mais également à l'État et à l'hospitalière, bien sûr, dans un cadre réglementaire qui est contraint et qui ne se prête pas toujours de manière idéale à traiter cette question des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Je pense par exemple aux règles de la commande publique, auxquelles on doit tous se plier, et c'est bien entendu une très bonne chose pour plein de raisons. On rationalise ces règles, la façon d'appliquer ces règles. On construit des directions des achats publics qui centralisent les choses au niveau des mairies, par exemple, ou des départements. Et l'une des conséquences, c'est qu'on peut passer à côté de l'individualisation qui est nécessaire dans l'achat public. Et quand on pense notamment aux équipements de protection individuelle pour les agents, la rationalisation de l'achat public, parfois, c'est difficile d'acheter. Des bouchons d'oreilles, par exemple, ce n'est pas les mêmes pour les agents des piscines que pour les agents qui font l'entretien sur les routes. Et ça, les grandes règles auxquelles on est soumise de commande publique s'y adaptent pas forcément. Donc, je dirais que c'est un deuxième enjeu. Et puis, je vois un troisième enjeu à la qualité de vie au travail, à cette notion de QVT dans la territoriale. C'est l'enjeu managérial. Je pense que quand on parle de qualité de vie au travail, on l'a vu dans les interventions de ce matin, il s'agit de créer des espaces de discussion sur le travail et de faire finalement émerger la parole des agents qui travaillent. Et donc c'est une injonction à faire du management participatif, on en parle beaucoup en ce moment. Et je dirais que cette injonction au participatif, elle se heurte un peu à un cadre de travail qui est bureaucratique. Je dis ça sans aucun... Il n'y a pas de jugement de valeur derrière, mais c'est un fait. On est dans des structures avec des délégations de signatures, des procédures, des chaînes hiérarchiques à respecter. Et ça, c'est faire du participatif dans ce contexte-là. Ça pose des questions, c'est pas toujours évident. Voilà. Merci beaucoup. Pour terminer sur cette question des employeurs, de leurs enjeux et des contraintes spécifiques des versants de la fonction publique, je vais passer la parole à Gilles Oberrieder pour avoir un autre point de vue sur quels sont les enjeux donc, des employeurs sur cette qualité de vie au travail. Du point de vue des employeurs, c'est un peu compliqué. Non, le problème de cette question, c'est que c'est une question un peu ancienne. Elle a été en particulier beaucoup discutée au moment de la discussion de l'accord de 2015. Hein. On a mis les choses à plat, il y a eu une avancée, il y avait déjà un travail antérieur. Le fait est, c'est que quand même la démarche QVT, beaucoup de gens sont convaincus qu'elle est absolument nécessaire. Le problème, c'est que dans la réalité concrète des choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça avance difficilement. Et il y a quand même là une contradiction qui est relativement forte. D'abord, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas spontanément ressenti obligatoirement par les agents la nécessité d'une démarche QVT. Quand ils y participent, ils sont toujours très contents, y compris par l'encadrement quand même. Il faut quand même dire les choses. C'est le résultat, quelque part, cette démarche, d'une rupture dans l'approche qu'on a du travail. Puisque, grosso modo, ça repose sur le fait que travailler, c'est bien. Et on doit être content de travailler. On doit être satisfait du travail. Le travail qu'on fait a de la valeur et doit avoir du sens. De notre point de vue, qui ne peut pas être celui des employeurs, y compris, on vit une réalité, hein, comme syndicaliste,
qui nous amène à côtoyer des visions un peu doloristes du travail. On s'occupe beaucoup de retraite avec Annick. Les gens, ils nous disent quoi? Bon, plus vite je m'en vais, plus vite je suis content. Hein. Donc on a quand même cette perception-là, et la QVT, elle est quand même en rupture avec ça. Hein. Travailler, c'est bien. Voilà. Le travail, ça réalise l'être humain, et travailler, c'est bien. Et l'objectif, donc le niveau d'ambition qu'on se donne, moi, c'est la Confédération générale du travail. On défend le travail parce que le travail a de la valeur, quoi. Donc il y a quand même une rupture un peu, enfin une rupture. Le travail, c'est important pour tout le monde, mais dans la façon dont on conçoit les choses. Mais ça ne se traduit pas de façon concrète. On a pensé, et j'ai pensé, moi, à titre personnel, hein, quand on a négocié l'accord QVT, que, en fin de compte, comme beaucoup de gens étaient d'accord autour de cette démarche, elle allait prendre beaucoup plus vite, en particulier dans la fonction publique. Il y a un terreau qui est assez favorable. Eh bien non. Et il y a des difficultés qui sont quand même des difficultés objectives pour avancer dans une démarche QVT. Et là, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il me semble que c'est la suite de la discussion, dialogue social. Tout à fait. Justement, pour pouvoir s'accorder sur une définition de la QVT, quelles conditions il faut mettre en œuvre pour construire un bon dialogue social de qualité, et notamment pour contrer des écueils qu'il peut y avoir dans le dialogue social institutionnel sur ce point précis. Merci. Oui, je vais peut-être partir de là où on en est resté avec Gilles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des intérêts convergents, c'est ce que disait monsieur Abord-de-Châtillon tout à l'heure, avec les employeurs, puisque le travail et la qualité de vie au travail, ça vient investiguer à la fois le milieu de travail comme un milieu de production. Et donc, on a à cœur, les uns et les autres, d'avoir une production de qualité, in fine, qui ait du sens et qui soit utile. Et ça vient nourrir, j'allais dire, les intérêts de part et d'autre, aussi bien ceux des employeurs que ceux des agents, sans quoi, effectivement, ils vont avoir de la souffrance dans leur travail. Donc, il y a cette question du travail, de son contenu et de son organisation. Et puis, il y a le travail et le milieu professionnel comme un milieu de vie, qui non plus, on ne va plus l'investiguer par le regard de la production. Cette fois-ci, on va le regarder par le niveau de relation. Et là, on vient investiguer les relations professionnelles, les relations hiérarchiques et autres. Et on va avoir l'inverse de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Tout ça pour vous dire que de mon point de vue, et je trouvais que les présentations qui nous ont précédées étaient significatives pour cela. Il nous faut réinventer une qualité de vie intégrée qui ne soit pas une nouvelle chose, mais plutôt une approche qui nous permette de regarder les choses de manière qualitative, pour le coup. Et donc, pour le faire, il faut croiser nos différents regards. Il faut croiser les attentes des employeurs, leurs contraintes, avec les attentes des agents et leurs contraintes. Pour le faire, il faut des lieux où l'on puisse échanger, sans quoi chacun reste dans son monde. Quand l'échange n'est pas possible, quand le dialogue n'est pas possible, eh bien, chacun reste avec des représentations sociales sur lesquelles il se stabilise, et sans échange, sans contradiction, sans régulation, il n'est pas possible de construire ensemble. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va construire toujours ensemble dans la même direction, parce que même s'il y a des relations, il peut y avoir des différences d'intérêts. Mais il y a bien évidemment des éléments communs qu'il faut prendre en compte, et ces deux fils qui sont à la fois la qualité de ce qui est produit, que ce soit du service, de la relation et de la motivation pour le faire, en plus dans le service public, puisque c'est une motivation qui est une motivation éminemment de cohésion sociale, que ce soit la qualité des relations, c'est-à-dire ce que l'on est avec les autres et ce que l'on est avec soi, puisque le travail, comme tu le disais, Gilles, c'est aussi un facteur de développement personnel. Ça peut l'être. En tout cas, on le voit dans les études qui investiguent le rôle de la santé. On voit très bien que les personnes qui sont au chômage ont une santé bien plus dégradée que celles qui sont actives.
Ce qui veut dire qu'il y a un rôle de protection de la santé qui est donné par le travail. Et ça, on n'en tient pas souvent compte. Donc, essayons d'agir ensemble pour le faire. Donc, le dialogue, il est absolument nécessaire. Et lui aussi, il doit être de qualité. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est comme dans un entretien de recrutement, où chacun met un masque et chacun vient dire sa théorie sur ce qu'il doit être ou de ce que l'on recherche, et où les masques ne tombent jamais. Comment peut-on savoir, en fait, quel est le niveau d'accord? Il faut partir des situations réelles. Et là aussi, on a besoin de revenir à un échange qui soit honnête, si je puis dire, honnête. Donc, pour avoir un échange honnête, il faut connaître, bien évidemment, les uns et les autres dans leur rôle. Non seulement il faut les connaître, mais il faut les reconnaître. Et il faut du respect mutuel pour ce qu'on est en train de vivre et de faire. C'est pour ça, précédemment, sur une autre table ronde, un intervenant a très joliment dit que ça serait intéressant de rebaptiser les directions de ressources humaines en direction de respect humain. Et je trouvais que c'était assez beau comme formule et assez vrai, puisque que ce soit dans des éléments de production ensemble ou dans des éléments de relation, c'est vrai que le respect est fondamental, puisque c'est celui qui permet aussi de construire des éléments de confiance nécessaires au dialogue et à l'échange. Pour qu'on puisse échanger sereinement, il faut quand même qu'il y ait un minimum de confiance, sans quoi on va se taire et ne rien échanger, rester sur des postures. Et c'est peut-être de là où vient cette représentation qui est sur l'histoire du dialogue, passons du dialogue formel au dialogue informel. Eh bien, pour le faire, ou en tout cas différent, un véritable échange, ça suppose effectivement un certain nombre de conditions en amont. Alors, ce dialogue social, pour les organisations syndicales, je pense qu'on a mis quand même un certain nombre de dizaines et de dizaines d'années à essayer de construire un cadre qui permette de donner des conditions favorables pour qu'il y ait du respect, pour qu'il y ait des règles, parce que sans régulation, on peut avoir évidemment des abus et des rapports, j'allais dire, de domination qui pourraient infléchir la qualité du débat. Et puis, notre enjeu, c'est le dialogue social ne s'arrête pas à ce dialogue dans les instances. Il est très important et il doit se formaliser avec une qualité de l'ensemble de la préparation de l'instance, de l'information qui est mise sur la table, de sa qualité, du degré et du niveau de concertation, consultation ou travailler sur la question des décisions ou autres. Mais il ne s'arrête pas là, il doit aller au plus près, c'est-à-dire il doit faire participer les agents. Mais là aussi, on peut aussi s'entendre dans le dialogue social formalisé avec les IRP, on peut s'entendre sur comment on peut associer les agents. Je ne sais pas si c'est le moment de donner des illustrations, parce que je ne voudrais pas perturber votre cadre de travail. Peut-être que c'est par la suite ou... On pourra y revenir, parce que j'aimerais continuer sur vraiment la méthode et la conception du dialogue social. Merci beaucoup. Donc oui, là, vous nous avez parlé des conditions de construction d'un dialogue de confiance et d'honnêteté avec les instances de représentation du personnel. Quand on parle QVT, on pense assez vite également à l'expression directe des agents. Et là, je vais me tourner vers Gilles Oberrieder pour avoir l'avis de la CGT et le vôtre sur cette expression directe et son articulation. Oui, alors si le travail c'est bien, il faut parler du travail et il n'y a qu'une seule solution, c'est l'expression directe des agents. Le problème, c'est qu'il y a quelques expériences dans la fonction publique. Ça n'a quand même pas été comme le feu dans la plaine. Le droit d'expression directe pour les salariés du privé, par ailleurs, il existe depuis presque 40 ans maintenant. Ça n'a pas non plus été comme le feu dans la plaine, puisque c'est devenu un peu obsolète d'une certaine façon, en dehors d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites dans un certain nombre d'entreprises. Tous les gens qui y ont participé, ils étaient extrêmement satisfaits de parler de leur travail. Donc, ce n'est pas si simple que ça, et y compris la réflexion qu'on a eue il y a 4 ans maintenant, elle a un peu abouti à un certain nombre d'expériences, dans l'hospitalière un peu plus, mais pas tant que ça quand même. Donc il y a des obstacles à ça. Et il y a sans doute par ailleurs des obstacles dans la fonction publique à ça. Un des obstacles qu'on a identifié, qu'on avait d'ailleurs identifié déjà au moment de la négociation, de l'accord sur la QVT, c'est qu'il faut instituer le droit d'expression directe comme un droit. Voilà, il faut dire ce que c'est. Parce que sinon, il se passe quoi ? Alors, nul n'ignore que la CGT a beaucoup négocié l'accord de 2015 et qu'elle a fini par refuser de le signer.
à la suite d'un débat dans ces différentes instances, des différentes fédérations, des 3 versants. Qu'est-ce qui a été dit dans ces discussions? Parce que quand même, tout ça a été assez balancé. Hein. C'était un compromis. Est-ce qu'on le prenait? Est-ce qu'on ne prenait pas le compromis? Un des arguments extrêmement forts, c'était de dire, mais tout ça c'est bien joli, mais nous, notre expérience vécue, c'est que l'expression directe des agents, notre hiérarchie, elle le met en œuvre, et tout ça c'est pour contourner les organisations syndicales. Et c'est un sentiment très fort. La deuxième, qui est quand même due aussi au fait que le dialogue social, dans la fonction publique, il est inégalitaire par nature. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça. On est dans des structures extrêmement hiérarchiques et c'est comme ça que les choses se passent. Un des deuxièmes éléments de la discussion, c'était, mais on passe notre vie à avoir des restructurations. Si c'est pour avoir une méthode pour faciliter les restructurations, on n'en veut pas. Point. Et là, c'est un positionnement très clair. Donc il y a un obstacle. Et cet obstacle, nous, on pense qu'il faut le clarifier. Il faut dire, il y a un droit de participation des agents à l'organisation du travail et à la gestion des carrières. Il se fait par l'intermédiaire des organisations syndicales. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut instituer le droit d'expression direct, non pas comme un outil qui serait inventé, expérimental et mis en œuvre par la hiérarchie, mais comme une des modalités du droit de participation absolument essentielle, parce que c'est là qu'on va parler du travail concret des gens. Et une fois qu'on a fait ça, il faut surtout l'articuler de façon claire avec ce que font les organisations syndicales dans les instances de représentation, comités techniques et évidemment CHSCT. L'affaiblissement des CHSCT n'aide personne dans une affaire comme ça. Et donc, on a ce sentiment, nous, très fort, c'est qu'il faut clarifier le cadre. Et ça le clarifiera pour tout le monde. Ça le clarifiera pour le management, parce qu'il aura un cadre légal. Là, on est dans de l'expérimentation. C'est pas bien, et dans la fonction publique, il faut que les choses soient plus claires que ça, même si l'ANAC dit, voilà comment il faut faire, c'est ça la bonne méthode. La réalité concrète, c'est qu'en fait, on suit les textes et la réglementation. Ça le clarifiera aussi pour les acteurs syndicaux et c'est un élément qui est extrêmement important. Merci beaucoup. On voit bien donc l'enjeu de cette articulation et de repasser après, d'associer les instances en fait, à ces espaces de discussion. Pour la troisième partie de cette table ronde, je vous propose de parler des outils et leviers qui sont en train de se dessiner pour expérimenter, et d'avoir également vos retours d'expérience. Et pour commencer, je propose à Jeanne Billion de nous faire son retour d'expérience sur une façon de créer ces espaces de parole. Alors, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que faire de la QVT ou se lancer dans des démarches de QVT, c'est d'abord parler du travail et parler de la manière dont le travail est réalisé concrètement par les agents. Et pour faire ça, je crois qu'il est nécessaire d'abord, avant toute chose, de créer des espaces de discussion et des occasions pour parler du travail. Parce que le travail, on y est tous les jours, mais cette prise de recul sur la façon dont on fait le travail, comment on le fait, elle est pas forcément quotidienne. Et dans ce cadre, je crois sincèrement que le document unique est un outil que nous avons, qui existe déjà. Donc on a l'avantage de ne pas proposer un nouveau machin, comme disait tout à l'heure Emmanuel à bord de Châtillon. On n'a pas une couche qui se rajoute à ce qu'on fait déjà. On a un outil qui est plutôt bien installé. Alors, il présente parfois des défauts, il est technique, il n'est pas toujours les cadres ou les agents ne s'en saisissent pas toujours. Mais il existe, il est installé depuis 2002, il est rendu obligatoire par les textes dans toute organisation quelle qu'elle soit, et sa mise à jour annuelle est obligatoire. Et donc, je pense que si on utilise cet outil et ce temps, donc soit d'élaboration et par la suite de mise à jour, pour parler du travail, faire un point sur la façon dont il se fait, les conditions de travail, les difficultés que rencontrent les agents, on a deux avantages, c'est qu'on évite de créer un truc supplémentaire. Et puis le deuxième, c'est que cette mise à jour annuelle, elle nous fait rentrer dans une forme de cyclicité qui évite le côté je fais de la QVT saupoudrage de temps en temps sur des actions un peu anecdotiques qui ont à voir avec la qualité de vie au travail, simplement de loin. Là, on est en tout cas, on peut être, si on s'en saisit de manière efficace, au cœur du sujet. Donc
voilà, on ne part pas de si loin que ça. Il y a des choses qui existent déjà et dont on peut se saisir sans surmonter des difficultés énormes et sans faire peur, parce qu'il peut y avoir un côté un peu anesthésiant. On parle de QVT, les employeurs peuvent se dire mais comment je m'y prends? On parle de démarche structurée, il faudrait que toute mon organisation soit touchée d'un coup. On peut y aller par petites touches. Et je voulais illustrer ça par quelque chose qu'on a vécu dans ma direction l'année dernière. À la direction de la santé et de l'action sociale, on s'occupe notamment de la commission de réforme et des comités médicaux, qui sont dans une situation difficile du fait d'un retard important dans le traitement des dossiers. Retard qui nous expose à de l'insatisfaction de nos collectivités affiliées, qu'on comprend parfaitement, et qui expose aussi nos agents gestionnaires à des risques particuliers, parce qu'ils sont par conséquent soumis au quotidien à des injonctions de rapidité, d'efficacité, et aussi en contact tous les jours, par téléphone essentiellement, avec des gestionnaires RH, des DRH, des agents qui sont mécontents. Bon, ça c'est le tableau qui est difficile, mais qu'on regarde, qu'on accepte de regarder, voilà, de front. Et par les échanges avec les agents, c'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais c'est aussi pour se dire qu'on peut y aller. On peut aller sur des sujets de QVT et d'échanges sur le travail sans nécessairement embarquer 300 personnes derrière et être sur des grosses démarches engageantes, etc. Par un travail d'échange avec les agents, on a mis le doigt sur l'organisation du travail telle qu'elle était, c'est-à-dire que tous les gestionnaires répondaient au téléphone quand ça sonnait. Ils ont en charge des dossiers, ils répondent quand ça sonne. Ça avait pour conséquence de hacher le travail, de les déconcentrer dans leur instruction et de les exposer tous les jours à ces appels pas forcément agréables. On a travaillé avec eux. Il y a une suggestion qui est venue d'eux. On était très contente que ça, avec l'encadrante de cette équipe, que ça vienne d'eux, qui était de se dire on va mettre en place, on expérimente, on met en place des permanences téléphoniques tournantes. Donc il y a 2 agents chaque jour qui sont chargés de répondre au téléphone, qui ces jours-là n'instruisent pas de dossier. Et ces jours-là, les autres agents de l'équipe peuvent instruire des dossiers. Alors je ne dirais pas de manière confortable parce que, encore une fois, la situation elle est ce qu'elle est, donc on court après le temps, mais ils peuvent se concentrer, ils savent qu'au quotidien, en tout cas, ils n'ont pas à faire face à ce mécontentement, ces appels, etc. Donc voilà, c'est un petit exemple, à une petite échelle, mais pour dire qu'il y a des choses qui sont faisables dans des espaces de discussion qui existent déjà. Là, en l'occurrence, c'était les réunions de service mensuelles de cette équipe-là, où on essaye d'avoir à chaque fois un temps d'échange sur ce qu'on peut améliorer. Voilà. Merci beaucoup pour cet exemple qui montre bien qu'on peut faire de la QVT de façon progressive, continue et dans le cadre. Et parfois sans le dire, donc sans l'étiqueter QVT, parce que ce n'est pas une démarche QVT, c'était juste un échange dans un cadre classique de travail, sans le dire et sans le savoir, donc comme Monsieur Jourdain. Voilà. Merci. Pour continuer sur les expérimentations, Alexandre Fournier, je crois que l'Observatoire a un retour d'expérience intéressant. Alors, l'Observatoire national de la QVT des professions de santé et médico-sociales a une page web sur le site du ministère de la Santé qui met en ligne toutes les expériences intéressantes. Enfin, je ne suis pas sûr qu'elles y soient toutes pour le coup, parce que les établissements ont l'habitude aussi et ont dû s'adapter à des contraintes, on le disait un petit peu tout à l'heure, qui sont majeures en matière de QVT. Parce que si on fait l'impasse là-dessus, potentiellement on se met en difficulté. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi je me retrouve beaucoup dans les objectifs de respect mutuel par rapport au dialogue social. Quand on lance ce type de dispositif de QVT, on fait quelque chose de respectueux, c'est-à-dire c'est pas des paillettes, c'est pas un gadget, c'est pas un couteau suisse, donc c'est vraiment des choses opérantes pour les professionnels. Et puis d'honnête, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver les solutions les plus opérantes au plus près du terrain. Et le document unique, pour le coup, alors c'est une solution vraiment intéressante en matière de prévention, en plus c'est normé, donc ça tombe bien de s'en occuper. Mais il y a plein d'autres options qui peuvent être expérimentées, qui sont dans le champ de la QVT. Un exemple concret, un service d'onco-hémato où des professionnels soignants ont 25 ans, dans les lits, les patients ont souvent le même âge. Donc, et voilà, l'issue n'est rarement, voire jamais favorable. Donc comment on accompagne les professionnels, c'est pas avec le DU.
Ce n'est pas en leur proposant une conciergerie. Ça n'améliorera pas leur qualité de vie au travail. Par contre, c'est en les faisant superviser par un psychologue qui vient les aider, qui les accompagne et qui ont ces sas de décompression entre avant, après, pendant la semaine. Donc là, on peut aider les professionnels. C'est en évitant aussi de se dire que il faut faire des travaux, c'est très bien, parce que le DU a pointé qu'il y avait un risque sur tel aspect, c'est se dire que dans un établissement, dès lors qu'on fera des travaux, on consacre une quote-part du budget à l'amélioration de la qualité de vie au travail, en prenant en compte tout ce qui va générer des risques. On travaille avec les architectes en disant, voilà, là, non, les espaces de stockage, on ne va pas les mettre en hauteur parce qu'ils vont tomber nécessairement. Quelqu'un va se prendre sur la tête, sur le pied, une caisse. Parfois, il y a des caisses dans l'espace de soins, des stocks liquides, solides qui sont lourds, donc il faut faire attention à ça, des caissons qui sont mal placés. Donc si on réfléchit avec des options un peu ergonomiques, on s'évite une dégradation de la qualité de vie au travail des professionnels. Et on est très concret dans l'approche finalement. Et donc il y a des accords, des enjeux nationaux, mais les solutions sont peut-être au plus près du terrain. Donc voilà, encadrement, tout à l'heure on parlait de cadre. Le cadre national, il est très nécessairement utile, mais l'intelligence au plus près du terrain, en partant du principe qu'il n'y a de richesse que d'hommes, et que pour le coup, tant les représentants du personnel que les directions ont intérêt à agir pour aménager et préserver ce capital humain, l'enrichir. Et à partir du moment où on est d'accord sur ça, on peut faire des projets. Donc je ne vais pas vous faire une liste d'expérimentations qui ont bien marché. Il y en a beaucoup qui ont bien marché. Il y en a qui ont été qui n'ont pas marché. Et c'est intéressant aussi de partir de ce qui n'a pas marché. Donc c'est aussi ce travail qu'on essaye de mener au niveau des ARS et puis de s'inspirer du privé aussi, qui fait des choses très intéressantes. Donc pour le coup, il y a des associations qui interviennent et qui font le lien sur ces espaces de réflexion qui peuvent se mener dans le privé et qui peuvent nous inspirer par ailleurs. Merci beaucoup. Non, j'ai pas trop long là, c'est bon. C'est parfait, merci beaucoup. Nathalie, quelque chose peut-être pour nous présenter les outils qui sont en ce moment développés pour ouvrir des perspectives sur ce point? Oui, je vais les présenter. Je voudrais rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues. Les solutions, oui, on les trouve au plus près du terrain et il faut se poser pour trouver des marges de manœuvre. On en a. C'est l'exemple de la réunion de service. On a une marge de manœuvre pour gérer les appels entrants qui déstabilisent. Voilà, c'est ça aussi la QVT, c'est travailler collectivement au plus près du terrain pour trouver des marges de manœuvre et progresser à petits pas dans un premier temps, comme les projets qui étaient identifiés sur la diapo de Philippe Douillet tout à l'heure, ou de façon plus large dans une démarche QVT. Et oui, on expérimente. L'expérimentation, c'est un élément à part entière de la QVT. La QVT, c'est trouver un compromis entre des situations qui peuvent paraître contradictoires. Alors justement, on teste, on expérimente, on avance, on se trompe, mais on met en avant des solutions qui sont trouvées collectivement. On met en place des expérimentations dans un cadre, parce que c'est aussi le lien de ce qu'on disait tout à l'heure sur le dialogue social et les espaces de discussion. Il faut aussi qu'on puisse avoir un cadre pour que chacun puisse s'y retrouver. Et pas s'interdire surtout, et ça fait le lien aussi avec ce que disait M. Abord-de-Châtillon tout à l'heure, pour ne pas faire un machin en plus. Il y a des choses qui n'ont pas été labellisées expérimentation, mais qui en sont. Les analyser, les déployer si c'est nécessaire, les adapter. Donc il y a des choses qui existent. Alors oui, les leviers pour ces expérimentations, le premier c'est parler des expérimentations et parler de la QVT. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est très important des moments comme cela. Tous les versants, les acteurs, les partenaires sociaux, les chercheurs. Parler de la QVT, c'est faire avancer aussi, c'est jeter les graines des futures expérimentations. Et outiller, c'est ce que vous allez faire en atelier cet après-midi, revenir avec des idées, des choses à tester. Et puis, parce que je suis attendue aussi là-dessus, dans les outils qui sont portés par la DGAFP, bien évidemment, on peut penser en premier lieu au FIACT, au Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, qui a été cité par notre directeur général ce matin et repris, cité par Philippe Douillet. C'est une volonté politique forte, créé en 2017, un fonds dont je ne veux pas vous refaire l'histoire, un fonds dont la première vague a pu être faite en 2018. 2019, on remarque d'ailleurs sur les projets qui sont déposés au FIACT une constance à la fois sur le nombre de dossiers et sur
la proportion de projets QVT dans ces dossiers FIAC. On a autour de 17% en 2018-2019 de projets QVT. Et pour 2020, on va continuer évidemment sur cette lancée. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que l'enveloppe du FIAC est augmentée. C'est suffisamment important en ces moments où on parle de restriction budgétaire de le signaler. Donc, on va avoir un petit peu plus de moyens. Et puis, dans les critères de gestion et d'examen des dossiers, on va avoir une attention toute particulière à l'intégration de tous ces projets dans une démarche qualité globale et cohérente. Et on reboucle avec tout ce qu'on se dit depuis ce matin. La QVT, c'est une démarche globale et cohérente, et décidée au niveau local, au niveau des acteurs. Dans les outils à la main de tous les acteurs, il y a évidemment le guide QVT que vous aviez déjà téléchargé, je n'en doute pas, mais que vous avez maintenant en vrai tout beau dans vos sacs, qui a été rédigé en partenariat avec l'ANAC dans le cadre de notre convention. Un document très important qui ne donne pas de recettes, qui va vous donner des pistes de réflexion et qui est déjà bien utilisé. Et puis on travaille sur la QVT suite à l'annonce qui a été faite l'année dernière par notre ministre M. Dussopt lors de l'accord de 2018 sur l'égalité professionnelle, et repris ce matin par Thierry Le Goff sur une démarche, une concertation sur la qualité de vie au travail pour 2020. Une concertation dont on n'exclut pas qu'elle puisse aboutir à un accord, on va voir. En attendant, ce qui se dégage très rapidement, des échanges, des besoins, des journées comme celle-ci ou des dossiers FIAC, de tout ce qu'on peut avoir en matériaux, parce qu'on commence à avoir pas mal de choses. Les premières lignes directrices vont tourner, vous vous en doutez, autour du management, autour de l'expression directe des agents. Et on va s'attacher également à faire le lien entre ces accords qui vont pouvoir être conclus au niveau local dans le cadre de la loi transformation de la fonction publique et puis ce qui va pouvoir sortir de cette concertation au niveau national. Vous voyez, beaucoup de choses faites, beaucoup de choses à faire. On avance pas à pas, nous aussi, et on accompagne au niveau QVT. Merci beaucoup, d'autant que je crois que ça répond à plusieurs questions qui s'affichent en parallèle. Peut-être juste, quand commence le FIAC 2020, vu que la question a été posée? Alors, on va être constant sur notre calendrier, dépôt des dossiers fin décembre, le 20 pour l'instant si mes souvenirs sont bons, et puis examen des dossiers au premier trimestre 2020. Merci beaucoup. Pour finir, avant de prendre les questions, Annick Fayard, vous m'aviez parlé de retour d'expérience sur l'évaluation, parce qu'on parle beaucoup d'expérimentation, mais on a encore peu parlé des modalités d'évaluation, et ensuite on prendra les questions qui sont nombreuses. Donc, voilà. Oui, vous avez surtout parlé, pour rebondir sur la question qu'on se pose souvent, c'est... et que vous avez d'ailleurs illustré tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de la QVT dans des moments où le bateau tangue, en gros, c'est-à-dire notamment on voit bien qu'encore une fois nous rentrons dans un paysage avec des perspectives de forte restructuration, et que ce soit tant sur des périmètres, des missions ou des restructurations de services. Alors, en préparation de cette table ronde, je pense qu'effectivement, c'est des moments qui sont très difficiles à vivre pour les agents, parce que forcément, quand il y a du changement, il y a des incertitudes, et il y a encore plus d'incertitudes quand il n'y a pas de perspective et quand il n'y a pas de communication et de dialogue. Je vais revenir à mon affaire. Et donc, ces périodes de restructuration, si on a dans la tête une démarche de qualité de vie intégrée, c'est-à-dire une qualité de vie qui ne serait pas un nouveau processus qu'on vienne coller sur tout le reste, mais qui serait plutôt une analyse du reste sous un angle qui permette de prendre en compte l'ensemble des facteurs nécessaires à la qualité de vie au travail, à ce moment-là, c'est bien évidemment
le moment, c'est-à-dire quand il y a du changement et quand quand les organisations bougent encore plus vite, qu'il faut renforcer la démarche qualité de vie au travail. Je m'explique. Pour avoir accompagné une fusion, je dis accompagné parce que c'était une vraie construction en fait aussi avec les employeurs pour le coup. Comment faire en sorte, par exemple, de fusionner 3 entités distinctes dans une seule, avec des éléments diversifiés, des missions diversifiées mais qui devaient se rejoindre et se complémenter, et comment le faire tout en n'interrompant pas non plus ce que j'ai appelé le processus de production. Et comment le faire aussi pour être le plus protecteur possible de la santé des agents. Parce que, on le sait, lorsqu'il y a des changements importants, eh bien, ça libère, bien évidemment, de l'anxiété. C'est anxiogène, il y a des incertitudes libérées, et donc il faut redoubler d'attention pour que cela puisse se faire. Donc, c'est bien un processus qu'il faut construire dans le cadre du dialogue social, puisque ce qui avait été mis en place à ce moment-là, il n'y a pas si longtemps, c'est de la part des représentants du personnel, la demande de travailler cette évolution de l'organisation en mode de négociation, d'accord, avec la négociation au préalable d'un protocole d'accord qui définirait à la fois le calendrier, les moyens de cette négociation et aussi les processus associés. Une fois que ce protocole d'accord a été d'accord, ce qui a été mis en place, c'est-à-dire qu'on a aussi délibéré sur les thèmes de la négociation qui touchaient l'ensemble du paysage de ce que peut être la vie des agents et des employeurs, puisque ça touche à la fois les questions liées au métier et à l'identification et à la convergence des référentiels métiers. Ça touche à la fois parce qu'il y avait des déménagements associés, et il y avait à la qualité de vie et à l'accueil, au travail en lui-même et en son organisation, aux conditions de travail qui allaient toucher. Enfin bref, il y avait, toutes les boîtes étaient ouvertes sur la table. Donc il a fallu définir l'ordre de ce que l'on allait négocier, y compris l'action sociale, ce qui était vraiment très complexe, parce que dans les différentes structures, les modalités étaient différentes. Donc rentrer dans une démarche de dialogue avec les organisations qui représentent le personnel, mais aussi, grâce à cela, et je reviens sur ce qu'on a dit, définir des lieux aussi où les personnels, en fonction ou de leur métier ou des différents sujets, seraient associés, et de négocier ce processus avec la mise en place d'un baromètre social pour avoir des boucles de rétroaction, pour pouvoir voir aussi quelles sont les évolutions, avoir des rendez-vous sur des comités de suivi, définir l'évaluation aussi en amont. Donc un protocole d'accord, un cadre de négociation, un dialogue social le plus honnête possible, avec de l'information et la qualité de l'information, avec des discussions qui soient préparées en amont dans des GT, avec des boucles de rétroaction, avec de l'information aussi au personnel et leur possibilité d'avoir des propositions. Je ne vais pas continuer parce que j'ai peu de temps, mais ça peut permettre d'avoir des évolutions et des changements qui soient protecteurs et qui, en tout cas au bout, donc déjà sur la période de transition, assurent un changement qui soit le plus qualitatif possible, disons, et ensuite qui puisse permettre pour les nouvelles organisations qui vont se mettre en place de rentrer alors déjà dans des boucles qualitatives. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a, c'est comme l'égalité professionnelle, une fois qu'on a à l'esprit à la fois un certain nombre de dimensions entre l'égalité homme-femme, qu'on a pris conscience des facteurs qui pouvaient générer des inégalités, qui pouvaient surabonder dans des violences, par exemple, qui pouvaient, avec des sensibilités différentes, avec des spécificités à prendre en compte. C'est la même chose dans les boucles de qualité de vie au travail intégrées. Ces réflexes, on les acquiert ensuite parce que c'est des dimensions qu'on n'avait pas explorées et qu'on vient réinvestiguer. Je crois que les intervenants précédents nous ont bien dit quels étaient les éléments qu'on devait avoir en tête. Après, bon, ça peut se faire à l'occasion de l'établissement du document unique d'évaluation des risques. Je rappelle quand même que dans la fonction publique, sur l'ensemble des 3 versants, le compte n'y est pas sur les documents uniques d'évaluation des risques, et encore moins sur les plans d'action, parce que c'est bien de les faire,
c'est mieux ensuite de mettre en place des actions correctrices. Mais je m'arrête là. Parfait, merci beaucoup. Et vous faites le lien avec une des questions. Je vous propose qu'on prenne les questions dans le temps qui nous reste, vu qu'il y en a beaucoup qui sont apparues pendant qu'on parlait. Justement, sur le DU, une des questions est: le rapport Lecoq souligne la complexité du DU, qui par ailleurs a une approche par risque. Est-ce réellement un bon outil pour la QVT et les échanges? Jeanne Billon, peut-être? Comme j'en ai parlé tout à l'heure, je vais assumer la question, qui est une bonne question. Le document unique, c'est un outil, en fait. Donc, quand je dis ça, j'ai pas dit grand-chose, mais ça dépend de la façon dont on l'utilise et dont on s'en sert. Voilà, donc c'est un outil qui n'est pas très sexy, qui est un tableau Excel qui parfois est un peu imbuvable. Voilà, on peut dire les choses clairement. C'est pas seulement ça. Voilà, on peut l'utiliser pour autre chose. On peut surtout l'utiliser comme une occasion de parler du travail, encore une fois. Je pense quand on construit un document unique, on doit définir des unités de travail. Et rien que la définition des unités de travail, elle n'est pas forcément évidente. Enfin, on peut avoir une approche bâtimentaire un peu classique. Bah voilà, chaque bâtiment qu'on a, c'est une unité de travail du DU. On peut avoir une approche plus fine en se disant que dans un même bâtiment, il y a des activités différentes. Et qu'il y a des activités qui se ressemblent. Un agent d'entretien dans une école, quand il intervient dans différentes écoles, pour peu que les écoles soient fichues à peu près de la même façon, l'activité quotidienne de ces agents-là se ressemble. Donc voilà, ça peut être une occasion de parler de ça et de mettre ces choses-là à plat. Et peut-être aussi, j'élargis un tout petit peu la réponse que j'apporte sur le DU, mais ça me semble important. Le document unique, quand il est laissé aux professionnels de la prévention, ce qui est souvent le cas, il devient un document un peu, un tableau Excel qu'on met à jour, qui n'est pas très partagé. Et les professionnels de la prévention, ce sont les premiers demandeurs de ce décloisonnement. Enfin, sont les premiers qui sont conscients qu'une politique de prévention des risques, elle est efficace quand elle est partagée, et quand elle est partagée au-delà des cercles des préventeurs et des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'elle est portée par les RH, par les directeurs généraux adjoints des établissements, etc. Et voilà, essayer de se saisir du DU au-delà des cercles des préventeurs. Pour parler du travail, je pense que ça peut être un outil. Il n'est pas idéal, mais voilà. Promis, ça ne sera pas long. Moi, je voudrais rebondir sur Lecoq, parce que là, on fait référence au rapport Lecoq, qui était le rapport qui a été rédigé pour le secteur privé. Et pour dire que vous devez nécessairement le savoir, la députée a été chargée par le Premier ministre d'une mission sur le secteur public avec les deux volets, QVT évidemment, conditions de travail, un volet médecine de prévention. Donc on attend ce rapport dans les quelques jours ou quelques semaines qui arrivent. Voilà, c'était juste une annonce. Merci. D'accord. À rebondir sur le document unique d'évaluation des risques, parce qu'on confond souvent le support et la réalisation, c'est-à-dire le tableau de bord, avec ce que c'est qu'un document. Alors c'est certes, peut-être qu'il est mal intitulé, parce que c'est le travail qu'il faut faire pour remplir ce tableau, si je puis dire. Et là, bien évidemment, c'est animé. Moi, je rejoins complètement ce que vous êtes en train de dire. Bon, moi, j'ai trouvé, pour avoir participé à l'élaboration d'un document unique d'évaluation du risque, c'est quand même une occasion assez incroyable pour aller de la cave au plafond des établissements ou des structures, pour aller voir l'ensemble des personnels, investiguer l'ensemble des métiers, et pour parler avec absolument tout le monde et faire participer. Enfin, je trouve que c'est quand même un des exercices que j'ai eu à conduire en tant que représentant du personnel, qui était, peut-être parce que je suis tombée sur des éléments, avec des gens, des services de ressources humaines avec lesquels on était en affinité intellectuelle, mais c'était un des éléments les plus dynamiques et les plus intéressants qui m'était été donné de faire, en tout cas en termes qualitatifs. D'abord, les agents sont toujours très intéressés par des gens qui viennent leur voir pour savoir comment ça marche, quoi. Donc, mais je souhaiterais juste rappeler une chose, c'est que c'est obligatoire. Oui, merci. Question suivante, comment voyez-vous l'expression directe des agents? Quel lien avec les syndicats? Je vais juste le faire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'expression des agents et les syndicats. D'abord, pour pouvoir jouer pleinement notre rôle de représentation, bien évidemment,
nous avons un dialogue aussi avec les agents, par la voie des réunions d'information, mais pas seulement. Nous sommes en dialogue permanent avec les agents, ne serait-ce que pour nourrir nos propositions et pour rendre compte de nos mandats que nous avons à l'intérieur des structures. Et ensuite, bien évidemment, je pense que le travail, comme je le disais tout à l'heure, avec des espaces de discussion et cette ouverture, ou même des questionnaires pour avoir, par exemple, travaillé à l'élaboration d'enquêtes auprès d'agents dans des services sur leurs conditions de travail, à l'initiative des organisations syndicales, ou par exemple pour faire des retex sur... On a mis en place des mesures pour la canicule. Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé pour vous? Et est-ce que vous avez des propositions par rapport à telle et telle et telle mesure? Ça fonctionne très bien. Enfin, il n'y a pas d'antinomie entre la participation des agents. Les agents sont les experts de leur travail. Et après, c'est la façon dont on l'organise. Je pense qu'on peut dévoyer ces relations quand on n'a pas posé clairement le cadre. Quand, par exemple, on a pu le voir, bon, il peut y avoir aussi une volonté de switcher les organisations et les instances représentatives du personnel par ce qu'on appelle de l'expression directe, avec des éléments de nature un peu dévoyés. Merci. Je voudrais rajouter, sur cette question-là, on pense qu'il faut être à la fois simple et d'autre part, il ne faut pas se masquer les problèmes. Il faut être simple. L'ancien projet d'accord, grosso modo, qu'est-ce qu'il disait? On construit ou on reconstruit une culture du collectif de travail centrée sur le travail, et les lieux d'expression directe, ils sont faits pour faire des propositions concrètes. Alors évidemment, tout ça se fait dans un cadre extrêmement proche du terrain, hein. Ça décline complètement localement. Et ces propositions d'évolution du travail parfaitement concrètes, elles ont vocation à être discuté en CT ou en CHSCT. Alors ça dépend de la nature de la discussion et du sujet traité, évidemment. Et donc on ne dépossède pas les organisations syndicales de leur rôle, y compris d'avoir leur mot à dire sur l'organisation du travail, et en même temps, d'une certaine façon, on ne dépossède plus les agents publics ou les salariés dans le privé de leur parole, de la part des organisations syndicales, parce que c'est quand même ça qui se passe. On le sait, nous, qu'il y a une démarche délégataire. On le sait. Y compris, parfois, c'est un peu compliqué d'expliquer à tous nos camarades qu'il ne faut pas toujours être complètement délégataire et parler à la place des gens. Mais tout ça, c'est ancré dans l'expérimentation. Et donc, c'est comme ça. Je rajoute quand même une petite chose sur les accords locaux. L'impression qu'on a très nette, c'est que si la démarche générale est de faire avancer les questions de QVT en ayant le plus d'expérimentation, en synthétisant les leçons, etc., c'est bien. Si on pense qu'on pourra véritablement faire avancer d'abord par l'intermédiaire de la signature de nombreux accords locaux qui vont mettre au point une méthodologie, on risque d'avoir de graves déconvenues. Moi, je pense que ça ne marchera pas, le truc. On ne peut pas faire reposer, y compris sur les managers locaux ou les collectivités territoriales, la responsabilité d'une définition plus générale. Et en plus, il y aura des pratiques totalement éclatées. Donc, il faut travailler raisonnablement et pragmatiquement, ce n'est pas le sujet. Mais il faut très sincèrement vouloir avancer dans la définition d'un cadre général. Un tout petit mot encore, il y a quand même une difficulté particulière dans la fonction publique. Quand on parle de l'organisation des services, est-ce qu'on parle de la définition des politiques publiques? Une administration, ça met en œuvre des politiques publiques, hein. Et à un moment, il y a toujours la question, est-ce que j'ouvre la discussion? Parce qu'on ne parle pas de l'efficacité du service, on se met à parler de la définition de la politique publique. Donc est-ce que j'en parle ou est-ce que j'en parle pas? Le cadre, il doit vraiment être précisé, y compris en ne se masquant pas les difficultés qui sont particulières à la fonction publique de ce point de vue. Bon. Merci beaucoup. Il y avait une dernière... Parce qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes. On ne va pas pouvoir répondre à toutes, donc ça va augmenter notre frustration et dégrader notre qualité de vie au travail. Donc, juste peut-être vraiment en un mot, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes. L'honnêteté, elle se double de la simplicité. Et par rapport à des cadres
qui peuvent être vécus comme des accords finalement où c'est des morceaux de papier qu'on signe et que derrière il va falloir des engagements. C'est une demande de questions. Comment on concrétise tout ça? Il faut probablement avoir une idée du caractère très inclusif de la QVT. C'est probablement pas les organisations syndicales seules qui pourront porter ça, l'employeur non plus, et les agents non plus. Donc si on réussit à s'entendre sur ce dispositif-là, probablement pas dans des approches réactionnelles, plus dans des approches prospectives pour envisager les choses telles qu'on en aura besoin. Il y a certaines professions, je pense à l'hôpital, on sait que les personnels, quand ils rentrent dans ce métier-là, à 25-30 ans, l'exposition, même avec des aides à la manutention, même avec plein de choses qui sont censées prévenir les risques, à 45 ans, 55 ans, le dos, il y a 4, 5, 6 hernies discales, on a déjà été opéré, on enclenche une démarche de longue maladie, longue durée, reclassement, et on ne sait pas faire. Alors que si on pense à ça, quand la personne elle a 25 ans, quel sera son nouveau métier 20 ans après ? C'est pas du DU, je sais pas ce que c'est. En tout cas, on y pense. Et là, on a une responsabilité collective sur ces enjeux un peu prospectifs qui sont, on labellise ou pas QVT, mais on a une responsabilité, on va dire, sociale, tous, pour penser le poste de l'agent qui est rentré à 18, 20, 25 ans dans une fonction, elle est exposée. Et ben, on sait qu'on pourra l'aider à 45 ans parce qu'on aura envisagé les choses en amont et on aura commencé à lui expliquer ce que c'est un poste de travail informatique, ce que c'est un poste administratif, même si lui travaille dans une crèche hospitalière ou dans un service de soins ou qui fait du brancardage. Donc, et ça, c'est très concret, c'est très simple et c'est honnête parce qu'on sait tous où il y a le problème. Et quand on parle, et là vraiment j'arrête, de s'interpeller mutuellement sur les situations qui suscitent de la QVT, c'est pas l'employeur tout seul qui va dire à un chirurgien qui est au staff à 6h30, au bloc à 7h30, qui opère jusqu'à 14h, après à la fac, qui revient au bureau jusqu'à 22h pour signer ses comptes rendus médicaux, donc on a un sujet de QVT chez vous. Non, ça peut être ses équipes, ça peut être les organisations syndicales et ça peut être l'employeur. Parce que là, au moins, on est en capacité d'être globalement en train de ramer dans le même sens. Il y a quand même suffisamment de sujets sur lesquels on rame dans le même sens pour faire l'impasse sur celui-ci, qui est quand même fédérateur si on se met d'accord sur des modes opératoires simples et honnêtes. Merci beaucoup. Je pense qu'on va devoir arrêter là. Donc effectivement, désolé pour les questions qu'on n'a pas pu traiter encore. On aura d'autres moments de questions-réponses, donc continuez à alimenter le Wisdom Bee. Merci beaucoup.